Bon, ben voilà, il est 14h03, donc je vais commencer ce webinaire. Donc, comme on l'a vu, hein, GreenOps sur Azure, on va voir ce que ça veut dire et puis comment ça se traduit, surtout pour un infogérant. Donc voilà. Déjà, je fais juste une slide pour vous présenter Alterway pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, Alterway a été racheté fin 2021 par le groupe Smile et est devenu en fait l'offre d'infrastructure du groupe Smile avec deux activités complémentaires mais quand même distinctes. Donc, tout ce qui est cloud consulting et cloud management, tout ça relié par des méthodologies Ops. Donc, on va avoir par exemple le GreenOps, le DevOps, le SecOps, le FinOps, le GreenOps et ainsi de suite. Voilà. Donc, on a ça. On travaille au quotidien avec ces méthodologies à la fois en cloud consulting et en cloud management. Donc là, aujourd'hui, dans la partie GreenOps, eh bien, on va être plutôt dans la partie cloud management et voir un petit peu comment tout ça se traduit chez Alterway. Donc voilà, chez Alterway, on est 180 collaborateurs, on est certifié ISO 27001 et HDS, on est engagé dans une trajectoire de numérique performant et responsable. On a différentes localisations en France que je vous laisse découvrir sur la slide et quelques petites références qu'on a chez des clients prestigieux. Voilà. Donc, moi, je suis Hervé Leclerc. Je suis directeur technique chez Alterway et je suis chez Alterway depuis le début de l'histoire d'Alterway qui date depuis 2006, très exactement. Donc on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment euh, féliciter et remercier chaudement en fait une société qui nous a accompagnés pour nos premières démarches en fait sur le calcul de notre empreinte carbone au niveau IT, hein, puisqu'on est des infogérants à la fois sur nos propres infrastructures, mais aussi dans le cloud. Donc, on a voulu savoir en fait quelle était notre empreinte. Donc, on s'est adressé à Greenly, qui est une start-up en fait qui est spécialisée dans ce genre de mission. Et gentiment, ils m'ont donné quelques infographies pour vous présenter en fait des constats en termes d'émissions carbone dans différents points. Donc voilà. Donc avec Greenly, je vous montre deux petites slides en fait sur ce qu'on a produit avec Greenly. Alors là, c'était vraiment sur nos infrastructures chez Equinix. Donc on avait un vrai bilan carbone. Le gros avantage en fait de ces bilans carbone, c'est qu'on est capable de les donner et de les fournir à nos clients. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, soit dans nos data centers, mais aussi sur Amazon, sur Azure. C'est les deux qu'on avait et qui étaient réellement pertinents pour l'année 2020 et 2021. Donc, on a fait ça avec eux. Donc, je les en remercie encore. Et vous verrez, il y a quelques slides où je leur ai pris leur métrique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui pendant ce webinaire? Eh bien, on va revoir trois petites définitions parce qu'on va les manier tout au long de ce webinaire. On va faire des constats, hein, donc quelques chiffres pour illustrer nos propos. Et puis, on va voir ce que ça veut dire, en fait, le GreenOps pour Alterway. Alors, si vous regardez si vous faites une recherche sur Google, en fait, vous voyez qu'il y a très très peu de choses sur GreenOps, à part le fait que ça soit un trilobite des années de la préhistoire, mais bon, voilà. Donc, pour nous, en fait, qui construisons en fait des infrastructures dans le cloud, il y a différentes phases. Hein. Il y a une première phase où on va concevoir cette architecture. Donc, c'est les phases de build. Donc, c'est important de voir comment on peut décliner le GreenOps dans ces phases. Après, une fois que la plateforme est en ligne et fonctionne, ben, on est dans une phase de run et d'amélioration continue.
Et donc, on va voir comment ça se décline au niveau du GreenOps. On parlera aussi d'outils parce qu'on verra que dans les phases de run, c'est super important d'avoir des outils pour mesurer ce genre de choses. Alors, à la fois des outils open source et des outils non open source, ce sera du Power BI. Hein. On est toujours dans un… Là, ce webinaire est teinté Azure, hein, Microsoft Azure. Voilà. Et puis après, on passera sur des conclusions. Et puis, on se quittera à partir de ce moment-là. Donc, voilà. Alors, quelques définitions, très simples, 3 petites définitions, et parce qu'on va en parler tout au long de la présentation. Donc, quelque chose que vous devez connaître, hein, le FinOps, donc ça veut dire finance et opération. Donc, en fait, c'est une méthode qui permet à la fois de donner de la visibilité sur les consommations cloud et surtout d'optimiser en fait ces consommations de manière agile. Donc, ça veut dire que avec le FinOps, vous allez optimiser vraiment votre consommation cloud. Donc, vous allez à la fois peut-être réduire des coûts, mais peut-être aussi augmenter des coûts, mais pour faire plus de business. Donc voilà, donc ça c'est la méthodologie FinOps. Donc il y a des experts qui sont formés à ce genre de méthodologie. C'est des personnes qui sont à la croisée des chemins entre les opérationnels, la DAF et puis les architectes. Une chose qui est très importante aussi, qu'on verra, c'est comment en fait on arrive à déterminer une empreinte carbone. Eh bien, on va utiliser en fait ce qu'on appelle des proxys. Un proxy, en fait, l'empreinte carbone, en fait, les émissions de CO2, en fait, ne peuvent pas être mesurées directement à la sortie d'un data center ou derrière une VM. On est obligé d'utiliser en fait une variable pour déterminer cette émission. Donc, c'est ce qu'on appelle un proxy. Voilà, on utilise une variable pour en déterminer une autre. Donc, la consommation d'électricité, par exemple, est un proxy carbone. D'accord ? Le prix public, par exemple, d'une instance peut être aussi un proxy carbone, mais il faut manier en fait ce proxy avec vraiment faut faire attention parce que c'est qu'une approximation. Voilà. Donc, quelques constats. Alors, ça, c'est assez intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est que là, on va parler d'Azure, mais ce qu'il faut voir, c'est que le marché du cloud, en fait, est détenu, entre guillemets, par 51%, enfin un peu plus de 50% par 3 acteurs, en fait, qui sont Azure, GCP et Amazon, et le reste du marché par tous les autres acteurs. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment une hégémonie, en fait, avec ces trois acteurs. Bon, ça, c'est important. Une autre chose qui est super importante, c'est que quand on regarde ce graphique, en fait, en 2020, le numérique dans son ensemble, en fait, représentait 5% du CO2 mondial. D'accord ? Donc le numérique dans son intégralité. Ce qui équivaut en fait à peu près au secteur aéronautique. Si on était en progression constante, hein, si on restait sur les mêmes tendances, en fait, on serait à 7%, 7,5% en 2025 et 10% en 2030. Et juste la part du cloud en 2030 représenterait en fait plus de 2%. Donc on voit que c'est c'est exponentiel. Et donc ce qui fait dire qu'il faut quand même qu'on réfléchisse à ça, hein, donc, et voir comment on pourrait optimiser ces émissions. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir ce genre de métriques. Et donc voilà. Et si on fait des comparaisons, on voit que par exemple sur les émissions totales par an en fait des 3 hyperscalers en fait représente à peu près 61% des 200 millions de tonnes de CO2 par an. Donc on voit que c'est absolument gigantesque.
Et si on rapporte ça au niveau de la consommation électrique, en fait, Amazon fait plus que la Belgique, donc c'est juste gigantesque. Microsoft fait autant que la Suisse, et Google Cloud, en fait, fait la consommation de l'Irlande. Donc, en fait, et on voit qu'on a une consommation totale des data centers de 300 TWh. Juste pour vous dire, si on rapporte ça, par exemple, à, en nombre de joules, ça fait 3,6 pétajoules. Et en sachant, par exemple, que les apports journaliers pour un homme, c'est 452 000 joules, vous voyez l'énormité, en fait, de la consommation de ces acteurs. Voilà. Et donc, dans ces 200 millions de tonnes de CO2, quelle répartition on a au niveau des data centers? Ça, c'est important. Alors, c'est valable un petit peu partout. Donc, si vous regardez bien, en fait, je ne sais pas si c'est assez clair sur la slide, mais en gros, on a une première partie qui est l'électricité, et on voit que 3% en fait correspond à tout ce qui est réseau intra-data center, que 15% correspond à tout ce qui est stockage de données. Donc le stockage a une grosse partie en fait, et bien sûr, ce qui consomme le plus d'électricité, ce sont les processeurs pour 28%. Et on a tout ce qui est refroidissement coûte très très aussi consommateur d'électricité puisque c'est à hauteur de 35%. Et sur cette partie, on prend en compte dans ces 2 millions de tonnes de CO2, en fait, la partie construction et installation des serveurs ne sont pas pris en compte la construction, c'est pas le même scope, des data centers en eux-mêmes, qui sont eux aussi très très consommateurs en émissions, puisque en fait tout ce qui est béton, concrete est très très consommateur est très producteur de carbone. Voilà. Et donc, on se dit, oulala, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour essayer de réduire en fait ces émissions? Donc en fait, il y a sur chacun des différentes strates, en fait, on a la possibilité d'intervenir. Alors nous, de notre côté, par exemple, là où on loue des salles chez Equinix ou quand on utilise où on déploie des infrastructures sur Azure. Alors cette partie-là, sur la partie PUE, en fait, on ne peut pas intervenir, mais on s'assure en fait que les data centers dans lesquels sont déployées nos infrastructures ont des bons PUE. C'est un critère de choix pour nous, c'est très important. Bien sûr, ce qui est aussi où on peut gagner énormément, c'est dans le choix des instances. Alors, c'est-à-dire prendre par exemple des processeurs beaucoup plus frugaux, par exemple des ARM avec, par exemple chez Amazon, des Graviton 2. Sur Microsoft, en fait, Microsoft a embauché Mike Filippo. En fait, c'est un ancien concepteur de puces chez Apple. Et je pense qu'on va avoir bientôt en fait des processeurs ARM sur Azure. Et donc ça, c'est c'est un bon truc. Et on va pouvoir en fait utiliser en fait ces processeurs pour être beaucoup plus frugal. Voilà. Ce qui marche bien aussi en termes pour faire des réductions, en fait, c'est de pouvoir massifier en fait les workloads sur peu d'instances. Donc, on va essayer de maximiser en fait l'utilisation de ces instances plutôt que de les disperser sur des machines où les workloads ne mangeront que 10% par exemple de la machine et puis c'est pas bon. Donc ça, c'est l'avènement depuis des années des conteneurs, et Kubernetes et AKS font partie en fait de cette et permettent en fait de faire cette massification de workload. Autre chose qui est intéressante, alors ça c'est moins enfin, c'est valable aussi pour quand on fait des infrastructures cloud, par exemple en France centrale sur Microsoft.
on a des indicateurs qui nous donnent en fait la fluctuation en fait de la consommation électrique. Et donc l'idée en fait c'est de passer quand on n'est pas dans des pics de consommation pour éviter et pour n'utiliser que de l'énergie, enfin de l'électricité décarbonée. Donc ça c'est important, et de ne pas en fait consommer de l'électricité dans les pics, ou c'est dans ces pics-là en fait qu'on rallume en fait des énergies fossiles ou du charbon. Voilà. Donc ça c'est assez sympa de pouvoir suivre et de déployer des workloads. Alors ça peut être par exemple de déployer vraiment par exemple des sauvegardes juste dans des heures creuses plutôt que de les mettre en plein pic, je sais pas, à 20 heures ou des choses comme ça. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir placer ces workloads sur des environnements géographiques où on est plutôt en mode décarboné. Et puis, un usage raisonné, on le verra un petit peu plus tard dans les slides, hein, c'est de lutter contre le gaspillage. Donc, vous voyez, on a quand même un levier qui nous permet en fait de réduire de 70% en fait cette empreinte que l'on génère. Donc ça, c'est des chiffres donnés par Greenly. Voilà. Alors, juste, je voulais vous parler en fait aussi de l'engagement en fait de Microsoft en fait sur tout ce qui était sustainability. Ils ont produit en fait un très très gros rapport de 117 pages en 2021. Qui est super intéressant, et ça montre en fait l'engagement de Microsoft dans cette sustainability. Et donc, je vous ai pris deux slides vraiment que je trouvais vraiment très parlantes. Donc, on voit en fait là où Microsoft s'engage, donc bien forcément dans tout ce qui est émissions carbone, mais aussi dans tout ce qui est eau, recyclage de l'eau, production d'eau et tout ça, tout ce qui est comment dire, économie circulaire, réutilisation des composants et tout ça, et puis toute la partie écosystème qui est super importante. Donc en fait tout le comment dire le report en fait montre chiffres à l'appui l'engagement de Microsoft, et on voit qu'il est vraiment très important et qu'il joue vraiment le jeu. Donc voilà, donc ça c'est quelques chiffres que vous retrouvez aussi dans le rapport. Donc voilà, avoir en 2025 une énergie 100% renouvelable, avoir un traitement d'eau qui est positif sur l'utilisation, pas de gaspillage avec une certification aux alentours de 2030, et puis être net au niveau déforestation, ça c'est super important. Donc ça c'est vraiment les 4 grands axes d'engagement de Microsoft. Voilà. Alors quand on parle d'empreinte carbone et tout ça, en fait, de plus en plus, les entreprises commencent réellement à prendre conscience qu'il est très important. On a vu les chiffres d'avant, donc c'est super important, et de tendre en fait vers un net carbone à zéro. Alors il y a deux solutions, hein. C'est soit par la législation, donc là c'est un peu par la contrainte, on forcé et obligé, ou alors comme Alterway, par une implication à la fois de ses dirigeants et aussi de ses collaborateurs. Donc on est vraiment, nous, inscrits dans cette trajectoire, et notamment par notre CEO qui est Véronique Turner, qui est vraiment très engagée dans ce programme de numérique responsable. Donc elle est administratrice, excusez-moi, de Numéum, et donc présidente du programme numérique responsable. Elle est aussi en charge de l'initiative Planète Tech Care. Donc, vous voyez, elle a fait tout un tas de conférences, je vous laisse les découvrir, donc notamment dans le cadre de Planète Tech Care, donc, et avec des instances gouvernementales. Et
sur nos 15 ans qui ont eu lieu il y a quelques semaines, eh bien, nous avions la participation d'Artus Bertrand qui nous a fait une présentation sur les superbes photos et sur les risques écologiques qu'on rencontre actuellement sur notre planète. Voilà. Voilà, donc juste en 2 mots, avant de réellement passer sur notre sujet, donc on est signataire de Planète Tech Care, on est aussi signataire d'Impact, c'est une plateforme du gouvernement qui permet donc de publier et de mesurer des données environnementales et sociales et de bonne gouvernance. Donc tapez Impact Gouv et vous pourrez vous engager aussi dans cette trajectoire. Et puis, on a un petit tampon d'entreprise engagée fourni par Greenleaf. C'est toujours intéressant de pouvoir afficher ce genre de choses. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le GreenOps pour Alterway, hein, je précise bien. Donc, en fait, pour nous, on travaille au quotidien, en fait, avec donc énormément de DevOps. Hein. Toutes nos infrastructures déployées sont en mode DevOps. On a de l'infrastructure as code absolument partout. Et tout ça est matiné en fait de FinOps, de SecOps. On fait beaucoup de sécurité. On s'assure en fait que les plateformes qu'on déploie sont vraiment sécurisées. C'est très très important pour nos clients. Et puis pour être encore plus performant, en fait, on met aussi beaucoup de GitOps dans nos infrastructures pour avoir une gestion en fait sur un point de vérité qui est les repos Git. Et ce sont les infrastructures en fait qui vont interroger en fait ces repos Git pour savoir si elles ont des choses à appliquer sur elle-même. Et en fait, le GreenOps, en fait, pour nous, c'est quelque chose qui chapeaute en fait toutes ces méthodes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'appliquer absolument partout. C'est-à-dire que quand vous allez construire, enfin bâtir des configurations Terraform pour déployer une infrastructure, on va s'interroger pour savoir quelle est la meilleure solution pour être la moins consommatrice et la moins en électricité et celle qui va émettre le moins d'émissions carbone. Donc ça, c'est important. Donc, c'est pas juste on fait du GreenOps, c'est on fait du GreenOps au travers du DevOps, du GitOps, du SecOps et du FinOps. En fait, on pourrait se dire, est-ce que le GreenOps, c'est la même chose que le FinOps? Alors, ça, si vous voulez, ça reprend à peu près les mêmes thématiques. Mais on va pouvoir en fait toujours s'interroger en fait et de se dire qu'est-ce que j'utilise le plus pour être le plus frugal en fait dans mes infrastructures. Donc en fait voilà, donc c'est quelque chose qui est pour nous diffus mais qui s'exprime absolument partout. Et on va le voir en fait dans les différentes phases que l'on a, dont j'ai parlé au début de la présentation. Donc première chose, hein, quand on construit des infrastructures, donc le build, eh bien en fait nous, en fait le GreenOps, en fait c'est un framework interne qu'on a défini chez Alterway. Donc ça passe déjà par c'est un nouveau profil en fait chez nous. On va voir un petit peu ce qu'il y a derrière ça. C'est ce qu'on appelle des GreenOps architectes, architectes GreenOps. Et donc ce framework en fait c'est un ensemble de bonnes pratiques FinOps orientées green avec un ensemble de recommandations et surtout en fait des blueprints, en fait des architectures types qu'on va pouvoir décliner en fait sur Azure ou bien sûr sur d'autres clouds en utilisant d'autres composants. Voilà, donc on choisit en fait à chaque fois c'est un arbitrage en fait. Hein, quand on va construire une plateforme, on va être à la croisée de beaucoup de chemins et ça va être des tractations pour pouvoir
être le plus green possible. Voilà. Et puis, ça demande, il y a aussi un engagement du client qui est très important pour savoir s'il s'engage aussi dans cette direction-là. Mais de plus en plus, en fait, les clients le font. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir décliner en fait cette méthode directement en avant-phase de déploiement. C'est-à-dire que dès les premières phases où on va tester en fait nos infrastructures, on va pouvoir avoir des métriques qui vont nous donner en fait, alors dans un premier temps des métriques de coût, mais on aura aussi par la suite en fait des métriques d'émissions carbone dès les phases de pré-build. Hein, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu, on a du Terraform, on déploie du Terraform, et quand on déploie avec du Terraform, ouais, et quand on fait un plan sur Terraform, en fait, on peut déjà avoir déjà des coûts, ça c'est déjà le cas, mais ce qu'on veut, nous, c'est donner aussi une indication en fait en termes d'émissions carbone. Donc ça passe aussi sur ce framework interne, en fait, on est toujours en travail d'optimisation des pipelines de build et de deploy. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un build, par exemple, on a encore des infrastructures qui sont buildées où on va carrément créer des VM tout en un avec du Packer, des choses comme ça. C'est très consommateur en fait ces phases-là, et donc en fait ça sert à rien de rebuilder tous les jours des choses si on n'en a pas besoin. Et donc on optimise ces choses-là en continu, et pareil au niveau des phases de deploy, on travaille sur l'optimisation de toutes ces phases. Donc on est vraiment acteur au quotidien on réfléchit à chaque fois à ce qu'on fait. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est qu'avec ce framework, on l'a vu, on est capable de produire des indicateurs pour suivre les évolutions. Donc ça, c'est super important, notamment pour corriger des choses ou faire évoluer des choses. Et puis, on a aussi en interne une plateforme qui s'appelle StrongMind, qui permet à la fois de diffuser les savoirs et de certifier en fait que nos collaborateurs ont ces savoirs en interne. Donc voilà, donc c'est la plateforme en fait qu'on appelle chez nous StrongMind qui nous permet de faire ça. Donc voilà, ça c'est sur la partie framework. Donc si on revient un petit peu sur la partie Green Architect, c'est forcément au départ un expert cloud, vraiment un très gros expert qui a une connaissance approfondie, par exemple d'Azure, pour pouvoir construire en fait et connaître toutes les arcanes en fait de build en fait d'une infrastructure. Et donc avec cette vision green, il va pouvoir en fait faire bouger certaines choses ou déployer telle ou telle chose ou changer en fait la méthode des différents workloads, comment ils vont s'exécuter, quand est-ce qu'ils vont s'exécuter, sur quelle région et ainsi de suite. Donc ça il va optimiser en fait l'utilisation. Donc là, on retrouve un petit peu cet aspect FinOps, mais toujours avec ce mindset en fait green et de toujours ramener ça en fait à des équivalents carbone. Bien sûr, il faudra qu'il anticipe et qu'il déploie des nouvelles solutions, c'est-à-dire que être toujours en veille sur ce qu'il fait. Voilà, par exemple, l'arrivée des processeurs ARM sur Azure, eh bien, ça va être, on va changer de manière en seamless en fait toute l'infrastructure au fur et à mesure pour ne pas perturber en fait le fonctionnement des workflows des clients. Et voilà, donc ça c'est important de pouvoir faire ça. Bien sûr, il faut qu'ils puissent comprendre et mesurer les impacts d'un changement, et puis pouvoir en discuter à la fois avec le client, mais aussi sa partie DAF. Voilà. Et puis, on l'a vu hein, au niveau CI/CD, de proposer des choses pour pouvoir réduire les impacts en amont. Donc tout ce qui est test, c'est-à-dire on ne va pas déployer quelque chose qui va complètement bouleverser en fait alors soit la facture ou soit l'empreinte carbone.
Voilà. Donc, ce qu'on utilise actuellement, c'est un outil open source qui s'appelle Infracost. Alors, dans notre cas actuellement, alors il y a un projet qu'on souhaite lancer en R&D, c'est rajouter en fait un add-on en fait à Infracost qui nous donnerait en fait l'équivalent carbone en fait de l'infrastructure déployée. Donc ça, c'est dans les tuyaux et on va y travailler. Voilà. Donc l'avantage de ce produit-là, c'est que en fait d'Infracost, c'est que ça vous donne le prix de la plateforme et puis le drift soit à la montée ou soit à la descente de la nouvelle architecture que vous allez déployer. Donc c'est basé sur les plans de Terraform. Donc vous faites un Terraform plan et puis après Infracost passe et vous donne en fait dans la CI/CD, ce que vous voyez là. C'est pas des beaux dashboards, mais ça, vous avez des rapports en fin de CI/CD pour savoir en fait si ça vaut le coup ou pas de déployer la plateforme. C'est un indicateur supplémentaire et c'est un indicateur en temps réel. Donc ça c'est assez sympa. C'est que vous pouvez évaluer en fait beaucoup de choses sans les déployer. Et puis c'est un très bon outil pour prévenir le client que par exemple son infrastructure va changer. Une autre recette qui est importante, c'est de choisir les bonnes régions où on va déployer ces workloads. D'accord? Donc là, on est vraiment à chaque fois, je dois en fait trouver la bonne adéquation entre placer mes workloads dans un endroit où on a de l'électricité décarbonée. Il faut que les prix des machines soient corrects. J'ai un problème aussi de souveraineté de données. Ça peut jouer aussi sur le placement en fait de mes différents workloads. Et puis il y a aussi une notion de latence. Voilà, donc il faut, voilà, on est toujours dans un arbitrage. Alors, et encore plus quand on fait du GreenOps, parce qu'il y a des notions à la fois de green, mais de performance et puis de sécurité. Donc en fait, vous voyez, c'est vraiment le fameux Green Architect, là, c'est un profil qui est vraiment à la croisée de tous les chemins. Et c'est un métier super intéressant. Voilà, donc ça c'est une des choses sur lesquelles on peut penser. Alors aussi, quand on réfléchit en mode GreenOps, alors il faut utiliser vraiment les réservations. Alors sur Azure, c'est très important de pouvoir utiliser ça parce que en fait, Azure va pouvoir gérer plus facilement son capacity planning. Donc, et puis ne pas avoir en fait des effets de burst et des choses comme ça. Le gros avantage, les réservations, bien sûr, vous allez être incité à les prendre parce que c'est sur des plans de 1 an à 3 ans. C'est très souple parce que c'est sur des familles de CPU et c'est pas juste un modèle de machine. Donc ça, c'est super important. Et puis, ça porte à la fois sur le YAS, donc les types de VM, mais vous allez avoir, vous voyez sur la capture d'écran, là, vous avez aussi de la réservation sur les bases de données, sur tout un tas de composants en passe. Et ça, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut appliquer. Autre chose qu'on peut utiliser et qui est vraiment, alors là pour le coup, très optimisé en termes de consommation CPU et GPU ou mémoire, en fait, ce sont du serverless. Alors, c'est pas toujours possible d'en faire, mais il est vraiment important au moment où on va conceptualiser en fait cette architecture. Donc là, on va travailler, l'architecte Green va travailler avec le DevOps pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre et si on peut mettre une dose de serverless en fait dans l'infrastructure, c'est super important puisqu'en fait, vous n'allez consommer que ce dont vous avez besoin. Une fois que ça c'est fait, eh bien en fait, vous ne consommez plus. Donc c'est quand même très intéressant d'utiliser du serverless dans une attitude green. Voilà. Autre chose, on l'a vu sur les précédentes slides, en fait, la bande passante,
est aussi un facteur d'émission assez important. Alors là aussi, on est à la croisée des chemins. Il faut avoir une bonne adéquation entre la sécurité et l'efficacité. Hein, on voit bien, enfin, quand on est sur Azure, quand on veut faire de la sécurité, on va faire du peering entre des virtual networks ou des souscriptions. Et ça a un coût réseau non négligeable. Donc, il faut vraiment toujours arbitrer et puis trouver en fait la bonne solution et celle qui est la plus en adéquation aussi avec le besoin de vos clients. Ça, c'est super important. Et puis, il y a des composants externes à Azure qui permettent aussi de shaper enfin, de distribuer le trafic au bon endroit, notamment avec les traffic managers. Donc aussi avoir ça en tête. Hein, c'est vraiment se mettre dans un mindset où tout ce que je fais, en fait, j'essaye d'avoir une démarche green plus que FinOps. Enfin, pas plus, c'est et en même temps FinOps. Alors aussi, ça aussi, c'est très important d'utiliser ce genre de composants. En fait, c'est ce qu'on appelle les spot instances. Alors, au-delà du fait qu'elles soient vraiment moins chères que les pay as you go, jusqu'à 90%, quelquefois 87%, l'avantage, c'est qu'en fait, toute l'infrastructure en fait sous-jacente d'Azure et il y a des orchestrateurs en fait qui gèrent tout ça et ils gèrent très finement en fait le cycle de vie de ces spot instances pour optimiser en fait l'utilisation des ressources dans les data centers. On voit bien hein, quand alors c'est important pour Microsoft de pouvoir et pour vous si vous avez des workloads qui permettent de faire ça, de les utiliser. Autre recette, on en a parlé au début, c'est tout ce qui est massification. Donc là, il y a des composants en fait sur Azure qui sont Kubernetes avec AKS. Et donc là, en fait, on a une plateforme qui est totalement élastique. Qui dit élastique dit va se régler en fonction de vos workloads et simplement downscaler quand il y a rien, donc moins de consommation, donc plus green. Donc on va avoir de l'élasticité directement au niveau des nœuds, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une infrastructure IaaS de vos clusters qui est totalement élastique, avec des règles que vous allez pouvoir définir, mais aussi au niveau de vos workloads, vous pouvez avoir deux types d'élasticité, à la fois horizontale, hein, avec les HPA, et du vertical, aussi avec les VPA. Donc ça se fait au niveau pod et c'est vraiment très intéressant pour optimiser en fait vos workloads, les placements de ces workloads sur les machines. Et il est possible aussi d'utiliser des spots pools dans Kubernetes. Donc en fait là on a aussi la possibilité d'avoir en fait entre guillemets des pools de machines beaucoup moins chères qui vont être faits que pour certaines actions éphémères et qui donc ne seront pas utilisées ou seront décommissionnées si elles dépassent les attributs que vous aurez. Voilà, donc ça c'est. Et il y a autrement d'autres choses aussi qui sont super bien avec ça, c'est d'utiliser en fait des contraintes pour avoir en fait des placements homogènes pour éviter de l'ABP, des choses comme ça. Voilà. Alors si on descend encore plus bas dans les types d'optimisation, donc là on est vraiment au niveau kernel en fait des machines. Alors par défaut, maintenant je crois que c'est du Calico, je suis même pratiquement certain, sur Azure, mais en fait on a la possibilité en fait de changer, c'est une plateforme très souple, on peut changer en fait ce qu'on appelle le Container Network Interface au niveau de Kubernetes et on peut mettre en fait du Cilium et de l'EVPF. Donc ça c'est vraiment un gros facteur à la fois en termes de performance, surtout si vous avez des microservices avec du service mesh et des choses comme ça, parce qu'en fait, on va être vraiment au niveau du kernel et donc on va pouvoir prendre des raccourcis pour accélérer et diminuer en fait
la bande passante entre les différents composants de vos applicatifs. Donc ça, c'est vraiment, c'est en bêta, mais c'est vraiment très, très prometteur. Et c'est un bon remplaçant, en fait, pour tout ce qui est, donc on l'a vu, hein, service mesh type, pardon, Istio, Linkerd, tout ça. Je vous ai mis en lien, en fait, un article qui parle de cette implémentation et comment on peut utiliser, en fait, Cilium et BPF comme service mesh. Donc, ça, c'est un vrai facteur d'optimisation. En run, une fois qu'on a déployé en fait nos applications, il faut les surveiller, d'accord. Et donc pour ça, il va falloir qu'on mette en place certaines choses. Donc bien sûr, il y a des choses qui sont alors là issues réellement du FinOps, mais qui ont vraiment un impact green automatique. Des trucs tout bêtes, hein, arrêter les instances non utilisées. Voilà, vous avez de la dev. Tous les soirs, elles s'arrêtent à 19h ou à 20h et elles reprennent à 7h du matin et ainsi de suite. Des trucs tout bêtes. Mais rien que ça, en fait, c'est une démarche où vous devenez en fait responsable. D'accord. Donc voilà, donc gérer les arrêts, les redémarrages, dev pré-prod. Vous allez pouvoir aussi automatiser tout un tas de choses grâce à des runbooks. Et puis, par exemple, ce qu'on peut avoir, par exemple, si vous avez des environnements de test ou des choses comme ça, en fait, vous pouvez automatiser la suppression automatique de ces environnements sur des tags avec qui ont une date d'expiration, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à faire et ça se fait très facilement. Et puis, on l'a vu, hein, avoir en tête toujours d'utiliser de l'autoscaling contrôlé des ressources. Ça, c'est vraiment une bonne démarche. Et puis, quand vous avez des clusters cubes, par exemple de dev ou de prod, vous pouvez aussi arrêter ces instances le soir plutôt que de les laisser tourner. Alors ça, c'est assez récent, enfin, ça a quelques mois. Maintenant, on peut faire des start-stop sur les clusters cubes. Donc ça, c'est pas mal pour faire diminuer la facture au niveau CPU et RAM, enfin, au niveau des instances. Voilà. Et puis, bien sûr, hein, à chaque fois, il faut mesurer, suivre les tendances de son infrastructure, échanger avec les teams de dev, métier, la DAF et tout ça, challenger l'infrastructure, appliquer les modifications, et puis on continue le cycle et ainsi de suite. D'accord. Donc, on est vraiment dans un cycle d'amélioration continue, tout ça teinté de green. Voilà, donc je vais vous présenter deux outils en fait que nous on utilise au quotidien pour suivre un petit peu ce qui se passe. Donc un premier qui est qui est open source, qui s'appelle Cloud Carbon Footprint, qui a la particularité de gérer les 3 hyperscalers, c'est-à-dire que vous pouvez avoir en fait une vision soit Azure, Amazon ou GCP. Et là, vous avez une copie d'écran en fait où en fait ça se base directement sur les API d'Azure et ça va vous donner en fait votre empreinte carbone jusqu'au niveau du service. Donc ça c'est intéressant. Vous pouvez en fait sur chacun des composants, par exemple connaître par exemple quel est l'impact carbone en fait de ma bande passante, des choses comme ça. Donc ça c'est sympa. Vous pouvez avoir à la fois en fait la répartition par grande famille de consommatrices. Donc par exemple là on voit que on a en gros sur les émissions là, qui ont été recensées par Cloud Carbon Footprint, en fait 66% sont dus aux machines virtuelles. On a le stockage et puis le réseau. Le reste, vous voyez en fait, et ça c'est très intéressant, c'est qu'on est capable d'estimer en fait quelle est l'empreinte carbone en fait de votre base de données MySQL sur Azure. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis vous avez un petit onglet sur la gauche là qui vous donne les équivalents, soit
en vol, en téléphone ou en arbre. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, vous avez jusqu'à 12 mois en fait de métrique. Donc, c'est plutôt pas mal pour suivre des choses. Et une chose qui est bien, c'est de pouvoir utiliser les recommandations. Donc, cet outil, en fait, vous faites des recos sur ce que vous pourriez faire pour diminuer en fait cette empreinte. Et vous avez en fait juste dans l'outil la possibilité en fait de voir, c'est juste un petit graphe qui vous donne en fait, je l'avais repris celui-là dans mes slides préférentes en fait où sont les data centers décarbonés. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc c'est open source, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Deuxième outil qui lui est en fait est une application Power BI. C'est une nouvelle application qui existait auparavant, mais qui ne fonctionnait que sur les EA d'Azure. Donc en fait, c'était un petit peu embêtant pour des personnes comme Alterway où en fait on est CSP, c'est-à-dire qu'on gère en fait sous notre giron, en fait, on a tout un tas de clients. Et donc voilà, donc sur ça, en fait, on peut avoir une vue globale en fait de nos émissions carbone pour l'ensemble de nos clients. Vous voyez ici, vous avez on peut raffiner en fait le dashboard par souscription, par service, par région, par année et par mois. Alors comme la calculette n'a que 2 mois en GA, en fait, moi j'ai que 2 mois de data, mais on l'a fait tourner. Voilà. Donc vous voyez ici, et ça c'est vraiment super pour nos clients. Je suis capable pour un client qui est sur Azure lui donner son empreinte carbone calculée par cette calculette. Et donc lui donner en fait une répartition un petit peu comme Cloud Carbon Footprint, qui lui est plutôt global sur une souscription. On n'a pas cette notion de l'intégralité du client par client. On voit, par exemple, sur ce client-là, on voit bien la répartition en fait des émissions carbone. Voilà. On arrive à la fin de ça. Donc, vous voyez, on a chez Alterway, on a des outils, je vais oublier de vous montrer ça. En fait, on peut descendre. Par exemple, je pourrais dire à mon client, voilà, en fait, ton application gateway, elle a telle intensité carbone, d'accord? Ou l'ensemble des application gateway que j'ai sur Azure correspondent à temps. Voilà. Donc c'est ça. Donc pour l'instant, on a deux mois de métriques. Et donc chaque mois, on est très content de voir ces nouvelles métriques à gérer. Donc il y a énormément de data qui sont traitées par Microsoft et on utilise cette application pour les retrouver. Voilà, donc en conclusion, je suis à peu près dans le temps, c'est parfait. Eh bien, en fait, pour nous, on s'est engagé il y a déjà un petit moment. On était déjà engagé dans toute le FinOps et ça. Et donc maintenant, on se matine en fait parce que c'est l'engagement de la société avec du GreenOps sur tout ce qu'on fait. On réfléchit en fonction de ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes aussi dans cette démarche-là, mais on y trouve beaucoup de plaisir et enfin vraiment de satisfaction. Et en fait, vraiment, il y a énormément de gens en fait chez nous qui sont vraiment investis sur le sujet. Donc voilà. Et ça m'amène en fait à vous dire que Alterway, alors ça c'est le côté commercial, on recrute. On a un grand plan de recrutement là, donc on cherche à recruter à peu près une soixantaine de spécialistes cloud avec du DevOps, du SysOps ou des SecOps. Et en plus, si vous êtes GreenOps ou si vous êtes vraiment concerné vers ça, en fait, on sera super content de vous compter parmi nous. Donc voilà, donc surtout, n'hésitez pas à scanner le petit code. A priori, ça vous renvoie sur le site de recrutement. Vous avez les différents postes qui s'affichent. Et voilà.
Si commercialement, vous avez besoin de contacter quelqu'un, eh bien, vous avez Samia qui est à votre disposition. Elle se fera un plaisir de vous contacter et d'échanger avec vous et de voir comment on avance. Eh bien, pour ma part, j'ai terminé. Je vais regarder les questions. Avez-vous prévu de nous diffuser le support? Bien sûr, si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous partagerez les slides. On a vos coordonnées, donc il n'y a pas de problème. On vous mettra, on vous enverra un lien pour pouvoir récupérer en fait les slides. Et je crois qu'il y a une captation vidéo. Donc voilà. Donc voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. On n'a pas beaucoup de temps, mais en gros, ça doit se terminer vers 15 heures. Donc, c'est le moment. Alors, ça, c'est une photo d'Arthus Bertrand. En fait, je crois qu'il y a même carrément un NFT qui a été fait par Arthus Bertrand pour pouvoir acheter, en fait, alors je ne sais pas, l'original numérique en fait, de cette photo-là. Si vous voulez contribuer à la Fondation Good Planet, vous pouvez le faire. Alors, il y a une question. C'est marrant parce que je les vois pas, moi. En fait. Alors non, non, on est. Alors cette partie-là, en fait, elle est gérée par d'autres choses. Il y a d'autres outils, notamment si vous faites du Python ou des choses comme ça. Il y a des frameworks de dev qui vous permettent d'avoir cette empreinte au niveau applicatif. Là, on est vraiment au niveau de l'infrastructure, par exemple Azure pour la partie Power BI et Cloud Carbon Footprint aussi. En fait, on va sur les API en gros de facturation et les API de facturation d'Azure ou d'Amazon pour récupérer cette information. Et la facture, en fait, est liée avec les types de VM, les types de processeurs et tout ça. Il y a des tables de correspondance et c'est comme ça qu'on arrive à calculer tout ça. Mais par contre, il y a vraiment des frameworks. Il suffit d'aller sur GitHub. Je pense que vous trouverez qu'est-ce qui distingue les deux outils que vous avez présentés, en quoi. Ah oui. Alors, euh, alors, alors, Cloud Carbon Footprint, c'est un outil donc open source et qui va vous, en fait, actuellement sur Azure, en gros alors c'est parce que c'est fait comme ça, mais je pense qu'ils vont peut-être faire changer les choses. En fait, vous pouvez voir en gros, qu'une seule souscription. Donc c'est un peu embêtant, par exemple pour nous, parce que ça veut dire qu'il faut avoir un Cloud Carbon Footprint par client. Donc ça et on peut pas avoir quelque chose de général. C'est pas la même chose sur Amazon. Il y a la possibilité d'avoir plusieurs en fait euh, une segmentation et Cloud Carbon Footprint. La différence c'est qu'il fait Azure, Amazon et GCP. Power BI ne fait qu'Azure, d'accord, mais il a une granularité, une finesse parce qu'en fait vous allez descendre vraiment dans tous les composants euh, qu'Azure peut manipuler avec ses data. Mais voilà, vous voyez par exemple sur la attendez, je vais revenir vite fait sur ça. Vous voyez sur cette slide, on ne voit pas bien, mais en fait tous nos clients c'est Alterway pour X ou Y, et en fait on peut vraiment descendre au fur et à mesure dans ça. Dans Cloud Carbon Footprint, en fait, vous n'avez pas non plus, en fait, vous avez un tableau qui va vous dire, ben voilà, le service s'étend. Là, on peut faire du drill down, en fait, dans Power BI, et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. Euh, euh, ok. Bon, j'espère que c'est bon.
J'ai répondu à peu près à ce que vous attendiez. Qu'est-ce qui pousserait vos clients? Eh bien, l'approche GreenOps, ben, en fait, c'est. Alors, je répète, excusez-moi, j'ai pas. Qu'est-ce qui pousserait vos clients à se diriger vers une approche GreenOps? Ben, euh, deux choses, hein, on l'a vu dans une slide, c'est soit une, entre guillemets, je dirais, une obligation législative. Bon, c'est pas le cas encore là, mais c'est plutôt un engagement en fait de la société et de pouvoir en fait bah, euh, avoir l'équivalent d'un écolabel sur ça. Je pense que de plus en plus de et puis être sûr en fait qu'on est dans une qu'on s'inscrit en fait dans cette démarche là qui est vraiment importante d'essayer de réduire nos émissions carbone. Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui sont sensibilisés à ça. On l'a vu, on le voit à travers en fait les instances là qui sont managées par Véronique Turner. Il y a de plus en plus de sociétés de toute taille en fait qui s'inscrivent en fait dans cette démarche-là. C'est un peu oui, c'est un engagement et en fait, c'est du FinOps entre guillemets green, mais voilà. Plus de questions? Bah, écoutez, il est 15 heures. Je vous remercie tous. Je vous dis peut-être à bientôt. Et puis encore merci. Et puis Claire vous fera parvenir à la fois le lien de la presse ainsi que le lien de la vidéo si vous préférez revoir ou diffuser. Ce sera sur YouTube, je pense. Non, bon, on verra. Merci à tous encore et au revoir.